Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien essentiel en cette fin d'année 2022, une année qui a été, on va dire, assez rude pour beaucoup, notamment pour les soignants, pour tout le personnel suspendu auquel je tiens à rendre hommage pour avoir une capacité de résilience, mais c'est aussi le moment de se poser des questions, de préparer les cadeaux de Noël et de notre point de vue, on s'est penché sur un certain nombre de livres, d'ouvrages qui auront marqué l'année 2022 et le dernier en date est celui de Michel Couky qui s'appelle Influence pandémie, expériences hasardeuses et tentations autoritaires aux éditions Résurgence. Un livre qui, à mon avis, est devenu une lecture essentielle pour, on va dire, alimenter peut-être les discussions à Noël. Donc je tenais à recevoir Michel Couky, bonjour. Bonjour Monsieur Albert. Et bienvenue sur ce plateau de François. Un livre, comme on dit, Influence et pandémie, écrit par un médecin qui n'est pas inscrit au Conseil de l'Ordre, spécialiste en santé publique. Alors dites-moi un peu, qui êtes-vous ? Donc je suis effectivement un docteur en médecine avec une spécialisation en biologie médicale et puis effectivement quelques diplômes en santé publique. Donc mon métier c'est en fait cadre dans la fonction publique hospitalière et donc je m'exprimerai surtout en tant que fonctionnaire et ce livre je l'ai écrit en fait en restant, je dirais, dans mon rôle de fonctionnaire hospitalier. Alors, le rôle du fonctionnaire hospitalier entraîne, on va dire, un certain nombre de devoirs, notamment on pourrait appeler ça devoir de réserve, peut-être que ça a une autre définition Oui, eh bien, disons qu'effectivement, être fonctionnaire suppose un certain nombre de contraintes. Je ne suis pas totalement libre de mes paroles et donc il n'y aura pas dans ce livre des révélations sur le fonctionnement intérieur de l'hôpital, par exemple, ou des choses que j'aurais eu à connaître qui en fait relèvent de la vie intérieure des hôpitaux. Par contre, effectivement, j'ai fait mon travail, je dirais, de fonctionnaire ou de super citoyen, quelque part, en essayant de chercher dans la documentation publique tout ce qui pouvait éclairer les phénomènes qu'on a eu à vivre au cours de ces dernières années. Donc un lanceur d'alerte en quelque sorte au sein de la fonction publique, tout en étant mesuré et pondéré parce que les solutions et les problèmes que vous adressez sont des problèmes que vous avez pu évoquer en interne, que vous avez pu, on va dire, faire des notes à vos supérieurs. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, un médecin qui n'est pas inscrit au Conseil de l'Ordre. Donc, vous ne ferez pas partie de ces médecins qui vont être embêtés par le Conseil de l'Ordre si vous parlez. Voilà, j'évite au moins un tribunal. Maintenant, évidemment, il me reste quand même, je dirais, les contraintes liées à l'exercice professionnel. Et donc, je suis soumis à une discipline professionnelle. Et bon, jusqu'à présent, je dirais, il est apparu à ma hiérarchie que ce qui était dans ce livre ne relevait pas, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, jusqu'à plus ample informé, d'une infraction à mon devoir de réserve ou à la notion de discrétion, plus exactement la notion de discrétion professionnelle. Et donc, il me semble que je suis totalement dans mon rôle à donner en fait au public tous les éléments qui sont à ma connaissance pour qu'ils aient une compréhension la plus juste possible, la plus informée possible, sans être, on va dire, trop rébarbatif. Le livre fait 200 pages environ, pour comprendre simplement pourquoi on est arrivé à ce chapelet de décisions absurdes et qui en fait ne relevaient ni de l'intérêt général, ni de la, je dirais, de la rigueur scientifique. Alors on va parler de cet intérêt général, de cette notion d'absurdité, mais peut-être pour commencer, quand on est donc dans la fonction publique et qu'on est médecin, vous avez pris serment d'Hippocrate, aujourd'hui vous le respectez ce serment dans la fonction publique ? Ben oui, il me semble que lorsqu'on est docteur en médecine et qu'on a prononcé le serment d'Hippocrate, on le garde toute sa vie. Et donc, je ne vais pas le réciter ici, mais dans ce serment, la notion de confiance, par exemple, la confiance
respecter, honorer la confiance d'un patient à l'égard de son médecin est essentiel. Et donc, pour moi, effectivement, la notion de confiance du public dans je dirais, les institutions qui le gouvernent est essentielle aussi. C'est le même rapport. Hein. Et il me semble qu'effectivement, les événements qu'on a vécus ont beaucoup abîmé cette confiance et c'est un sujet de préoccupation. Et d'ailleurs, on en parlera surtout dans la fin de l'entretien. Donc la confiance, elle a été mise à mal. Perte de confiance dans la médecine, perte de confiance dans les médias, perte de confiance dans les politiques publiques. La confiance, c'est notre liant. Peut-être pour parler donc en tant que médecin, quelque part on a l'impression qu'il y a deux camps qui s'opposent aujourd'hui dans la médecine. Donc pour appeler ça la médecine empirique contre la médecine normative. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, dans votre rôle, vous voyez ces deux écoles de pensée et quels sont les challenges pour les faire parler ensemble? Alors, il y a deux aspects dans votre question. Il y a d'abord l'exercice médical, hein, dont je peux parler un peu, mais je dirais pour moi ce sont des souvenirs qui sont un peu anciens. Mais vous l'avez observé quand même, en tout cas. J'ai pratiqué la médecine, hein, en tout cas jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme. Mais il y a, on va dire, un cercle magique hein, dans la relation médecin-patient, c'est vraiment le colloque singulier. Hein, et la confiance absolue, en fait, que le patient, parce que justement il est en situation de faiblesse, doit pouvoir accorder à son médecin. Et là, il y a eu, de fait de ces événements, une entorse, à mon avis, dans cette confiance, dans la mesure où un certain nombre de médecins, en fait, ont été amenés à obéir à une règle qui ne provenait d'ailleurs même pas du Conseil de l'Ordre, mais qui provenait directement du gouvernement. Et là, le serment d'Hippocrate, pour y revenir, est tout à fait clair. Hein, c'est-à-dire que la confiance, le fait d'honorer la confiance du patient va au-delà, enfin, est supérieur en fait à la pression que peut mettre un gouvernement sur un médecin. Et bon, tout ceci a été formalisé déjà dans les années 80, hein, lorsqu'on a parlé justement de médecine fondée sur les faits. Hein. On a fait croire à la population que la médecine fondée sur les faits ou sur les preuves, c'était, je dirais, quelque part la dictature de laisser un double aveugle contrôler. Et c'est loin d'être le cas. Hein. Lorsque les médecins canadiens des années 80 a formalisé cette médecine fondée sur les preuves, il y a bien trois cercles hein, qui centrent la décision médicale. Il y a effectivement les données, donc les meilleures données de la science, les plus actuelles. La bibliographie, on va dire. Alors, ce n'est pas une bibliographie, ce sont les données. Hein, ce sont les meilleures données. Et donc, il y a effectivement une règle de lecture de l'information scientifique pour aboutir en fait au meilleur état possible de la connaissance. Donc effectivement, la médecine fondée sur les preuves a travaillé dans ce champ, même a commencé par travailler dans ce champ. Mais il ne faut pas oublier les deux autres composantes hein, qui sont d'une part le jugement du médecin. Hein, donc la médecine fondée sur les preuves, c'est une utilisation consciencieuse des données de la science, et la conscience, c'est la conscience médicale qui s'exprime. Donc, le jugement, l'expérience du médecin. Et c'est donc cette conscience qui reçoit des informations et qui ensuite délibère en son fort intérieur pour proposer au malade ce qui est le meilleur pour son malade. Et il y a le troisième cercle qui est en fait la volonté du patient. Et cette volonté ne doit pas être, évidemment, contrainte en quoi que ce soit. Donc, il faut respecter les trois cercles. Hein, en aucun cas, faire en sorte que la science, hein, que Laurent Mukeli a appelé... Alors, justement, enfin, je dirais, c'est même pas ça, c'est... comment dire, la vérité scientifique ne s'impose pas à la conscience du médecin et ne s'impose pas à la volonté du patient.
Voilà. Et donc, l'ensemble, en fait, caractérise la décision médicale et elle s'inscrit dans un champ qui est l'indépendance professionnelle du médecin. Et un administrateur dans un hôpital, un fonctionnaire comme moi, doit faire en sorte que cette indépendance professionnelle non seulement soit garantie, mais soit protégée, en fait, pour que le médecin puisse fournir, en fait, prodiguer le meilleur soin à son patient. Alors donc dans ce livre, on voit donc qui s'appelle Influence et pandémie. Donc on est dans le cadre d'une pandémie, puisqu'on est toujours dans le cadre de cette pandémie déterminée par l'OMS, et on le sait très bien, et qu'il y a certains avocats qui ont demandé est-ce qu'on est toujours dans une pandémie, quand est-ce qu'on en sortira? Mais vous parlez beaucoup d'influence. Donc prenons un petit peu l'influence qu'on peut avoir sur cette notion de preuve. Donc le premier cercle, en l'occurrence ces études, ces publications. Bon, on a vu tous la publication du Lancet, cette publication frauduleuse. On a vu l'IHU Méditerranée qui a été attaqué sur ces publications soi-disant parce qu'elles seraient frauduleuses ou empreintes de fraude. Pour vous, c'est surprenant qu'on en arrive là? C'est-à-dire que là, il y a effectivement des faits relativement graves qui effectivement justifieraient, à mon avis, qu'il y ait des enquêtes qui soient organisées. Alors, d'abord, des enquêtes parlementaires. Je vous rappelle que lorsqu'il y a eu la pandémie du virus H1N1 en 2009, on a eu droit à 2 rapports parlementaires, un du Sénat et un de l'Assemblée. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'on sort d'un épisode pandémique. Quoi qu'on en dise, on est quand même plutôt vers la fin de la pandémie. Il n'y a absolument aucune commission parlementaire qui se réunit. Et là, je trouve qu'il y a une franche anomalie, puisque on va dire, la magnitude de la pandémie 2019 a été quand même bien plus forte que celle de 2009, et on va dire qu'il y a quand même globalement un silence radio sur les médias, à part de mettre le masque dans les transports en public, il n'y a pas de retour d'expérience, si vous voulez. Et ça, c'est quand même une difficulté. Après, je pense qu'effectivement, vu la gravité des éléments frauduleux, de fraude scientifique, on va dire fraude scientifique éventuelle, puisque il faut qu'il y ait un jugement qui dise que cette fraude soit effective. Il est vraisemblable que certain nombre d'affaires relèvent effectivement du tribunal administratif, voire du pénal, et pour que, en fait, on puisse rétablir une forme de vérité, et cette vérité, en fait, étant, je dirais, le fondement de la confiance qu'on peut avoir dans les institutions. Moi, je reste toujours en cette idée que, en tant que fonctionnaire d'exercice, le problème, que la question de la confiance du public envers son administration est un élément central. Et il faut qu'effectivement la vérité soit dite sur ces influences. Alors, vous parlez de faits effectivement éventuellement frauduleux. Le livre aborde la question, mais pas franchement sous cet angle-là. Il essaye d'être un peu pédagogique. En tout cas, je m'y suis efforcé pour identifier les différentes formes d'influence qui se sont exercées sur la décision publique. Donc, c'est la première partie de mon livre, où on a en fait un peu une liste, de ces influenceurs. Alors évidemment l'industrie pharmaceutique. De ce que vous appelez l'intégrité de la décision publique. Alors, l'intégrité de la décision publique, c'est sur quoi il faut aspirer. Il faut aspirer, non, mais il faut arriver concrètement. L'intégrité de la décision publique, elle est justement, elle est garantie par un corps de fonctionnaires. Les fonctionnaires, alors on va passer à autre chose par rapport aux influenceurs, mais je reviens à mon rôle de fonctionnaire. Les fonctionnaires ne sont pas des salariés de droit public. Ils ne reçoivent pas un salaire pour le travail qu'ils fournissent. Ils reçoivent un traitement qui n'est pas directement lié à l'activité qu'ils exercent, mais qui est en fait lié à un statut. Et ce statut, il n'est pas fait pour le confort du fonctionnaire, il est fait pour que
les intérêts du public puissent être garantis, quelles que soient finalement les dérives auxquelles, on va dire, le fonctionnaire pourrait être exposé. Donc vous avez une mission d'intérêt général pour le public. Complètement. Et vous essayez de la remplir au mieux, et malheureusement, il y a des influences qui viennent pervertir quelque part cette mission. Alors, il y a deux aspects. Il y a effectivement, on peut avoir cette représentation d'un corps de fonctionnaires qui est un peu le garant de l'intégrité de la décision publique. Hein. Donc c'est la transparence, le fait que les décisions soient prises à bon escient et qu'on garde toujours le public, c'est ça? Oui, et puis qui travaille aussi la façon dont les décisions sont prises pour qu'elles restent cohérentes avec le projet démocratique de notre société, et puis ensuite qu'effectivement elles soient immunisées ou protégées de certaines influences qu'on peut se représenter comme extérieures par rapport à un corps, on va dire, un corps décisionnaire finalement, qui est, lui, on va dire, dans son rôle de défenseur de l'intérêt général. On va dire c'est la situation un peu théorique en quelque sorte. Hein. Mais ce n'est pas ce qui se passe réellement dans le réel. Ce n'est pas ce qui se passe dans le réel, et ça effectivement c'est quelque chose d'un peu nouveau. Enfin, ça a quelques décennies, ça a une trentaine d'années. Hein, mais effectivement, dans mon livre, je parle plutôt de capture de la décision publique, puisque en fait, on a des personnes qui sont en situation de décider pour le public, mais qui en réalité travaillent pour des intérêts particuliers. Et donc là, en fait, on a en fait une colonisation, en quelque sorte, de l'appareillage, on va dire, étatique, par des intérêts particuliers. Donc les décisions, en l'occurrence, elles deviennent biaisées. Alors, elles deviennent biaisées du point de vue de l'intérêt général, mais finalement, elles sont conformes à une mission tacite, implicite du décideur, qui en fait va faire finalement va décider conformément à des commanditaires qui ne sont pas identifiés. Alors si on veut rester dans le politiquement correct, on va dire ce sont des décisions sous contrainte. Si on veut franchir la ligne jaune, on va dire c'est des décisions pour des commanditaires, on va dire. Oui, alors sous contrainte, c'est l'idée effectivement d'avoir des forces externes. Oui, alors voilà, c'est ça, des critères de décision masqués, hein, non explicites. Le décideur restant finalement dans son rôle de décideur public, mais finalement en hiérarchisant les critères de décision, ces critères de décision de manière non explicite. Bon. Et puis, il y a effectivement, on peut voir aussi les choses d'une façon un peu plus grave, à savoir qu'il y a des commanditaires masqués et que finalement, la reddition des comptes ne se fait pas tant auprès de l'électeur ou du public, mais davantage, justement, à des donneurs d'ordre qui ne sont pas identifiés. Et là, effectivement, on sort un peu du jeu démocratique, on en sort complètement. Et ça m'évoque un peu la notion de désinstitutionnalisation qui a été évoquée par une sociologue qui s'appelle Anna Konal-Lebedev pour évoquer en fait des sociétés qui ne sont pas les nôtres, hein, qui décrit en l'occurrence les sociétés post-soviétiques et notamment la Russie, où finalement les institutions ne sont que des paravents, où, disons, des décisions sont prises de façon totalement opaque pour le public et pour des intérêts qui ne sont jamais identifiés. Donc en fait, les institutions, au lieu d'être au service de la population, deviennent des paravents pour finalement des groupes, des oligarchies ou des kleptocraties en fait, qui arbitrent pour leur propre compte. Alors, je ne dirais pas que nous en sommes là aujourd'hui en France, mais il faut voir la direction que l'on prend si on accepte finalement que des intérêts particuliers président au grand choix collectif, et en particulier, pour peut-être en revenir à la pandémie, hein, lorsqu'il y a un péril qui est identifié, hein, en l'occurrence une pandémie, qui justifie en fait un état d'exception par rapport au régime démocratique. Donc on a inventé pour l'occasion cet état d'urgence sanitaire qui n'existait pas avant cette pandémie, et où là, toutes les règles de la décision, de la délibération démocratique ont été abolies. Hein. Alors, j'en veux pour preuve, évidemment, le Conseil de défense, hein, où effectivement,
on a un président de la République qui décide seul, en invitant qui il veut, sur des critères qu'il ne rend pas publics. Et si un jour on sait ce qui s'est passé dans ce Conseil de défense, ce sera peut-être dans 50 ans pour les historiens. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on ne sait rien. Le Conseil scientifique est un autre exemple. Il s'est constitué en ignorant totalement la charte de l'expertise, qui en fait organise un petit peu la consultation des experts en général et en situation de crise. Et donc là, effectivement, on a un monsieur Delfrécy qui organise son club, sur lequel on met une étiquette conseil scientifique, et qui finalement ne produit pas une information scientifique, je dirais, particulièrement... Il est là pour justifier la décision publique, on va dire. Alors voilà, justement, où est le rôle du conseil scientifique dans la loi? Il n'y en a pas. Le conseil scientifique n'a pas d'existence légale. Et puis, ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que derrière le conseil scientifique, il y avait un consortium qui était en fait un consortium industriel, qui s'appelait le consortium Reacting, où les intérêts privés étaient tout à fait, je dirais, présents, en l'occurrence les intérêts du laboratoire Gilead. Et en lieu et place d'une stratégie nationale de lutte contre la pandémie, on a eu droit en fait à un essai thérapeutique en population générale pour justifier l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui était en l'occurrence le remdesivir, qui finalement, même je dirais dans cet état, je dirais exceptionnel de mise à l'essai thérapeutique, a dû être abandonné parce qu'il était tellement mauvais et toxique qu'on ne pouvait pas raisonnablement le garder. Mais entre-temps, le médicament a été acheté par les autorités européennes, et finalement, la Direction générale de la santé a été quasiment en état je dirais, de devoir distribuer les stocks que l'État français avait achetés. On rappelle l'étude à laquelle vous faites référence, c'est l'étude de Discovery. Voilà. C'est ça qui a été décidé donc, fin mars 2020, géré par le consortium Reacting, présidé par le professeur Yazdan-Pana, qui faisait aussi partie du comité scientifique, avec des individus tout autour qui étaient là pour... Donc vous dites que c'est fait pour justifier l'usage du remdesivir, et on sait que le président de la République était allé à Marseille et a demandé dans cette étude qu'on inclue l'hydroxychloroquine après coup. Et on n'a pas inclus la bithérapie qui était demandée, on va dire prônée par l'IHU. Il y a un autre point qui est intéressant à noter dans le cadre de cette étude, c'est que le président de la République avait dit que, je crois, aux alentours du 14 mai, on aurait des réponses très très vite, et qu'on n'a jamais vraiment eu ces réponses, ou que l'étude a été, on va dire, mélangée avec l'étude internationale Solidarity. Donc, pour vous, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire avec l'argent public? Alors, ce qui est totalement anormal, c'est qu'on dise à la population qu'on va prendre des mesures pour soigner la population, pour limiter la nocivité de l'épidémie, et qu'en réalité on fait autre chose. On organise un essai thérapeutique pour obtenir une autorisation sur le marché d'un médicament, donc cet essai thérapeutique, ce qui n'a rien à voir avec une lutte contre la pandémie. Donc cet essai thérapeutique, c'est une arme du laboratoire pharmaceutique quelque part. Le thérapeutique est nécessaire pour pouvoir commercialiser son produit. Bon, donc là, en l'occurrence, il ne l'a pas eu, mais même s'il ne l'a pas eu, il a quand même réussi à le vendre. Il a quand même obtenu 1 milliard des autorités européennes pour son médicament. Et on a entendu que le ministre de la Santé a dit que la France n'en avait pas acheté. Alors, on n'en a peut-être pas acheté directement, mais on avait fait l'analyse. On a quand même contribué, je crois, on contribue à hauteur de 17% ou 15% au niveau de l'Europe. Donc, on a forcément contribué sur le milliard qui a été acheté à quelques 150 ou 170 millions. Oui, il y a eu des patients qui ont reçu du remdesivir, et effectivement, ils ne s'en sont pas mieux portés. Donc ça, c'était un exemple, si vous voulez, de décision publique qui n'était pas une décision publique, qui était une décision, en fait, qui poursuivait un intérêt industriel. Bon. Il y a d'autres exemples qu'on peut prendre. Alors, évidemment, mais là, je n'en parle pas énormément dans le livre, mais c'est l'influence que peut avoir maintenant les philanthrocapitalistes au sein de l'OMS,
qui en fait, sous couvert en fait de bienfaisance, ont en fait un agenda industriel parfaitement identifié et parviennent finalement, par le niveau de financement qu'ils accordent à l'OMS, à capturer en fait... Avoir une influence. Oui, une influence déterminante, puisqu'en réalité, depuis que l'OMS chante les vertus du vaccin, elle en oublie de faire ce qu'elle faisait traditionnellement, c'est-à-dire s'occuper de la santé communautaire, travailler à la prévention, à la promotion de la santé. Quelqu'un a d'ailleurs dit que l'OMS est l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas l'Organisation mondiale du médicament. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le fait, par exemple, que l'OMS maintenant considère que le vaccin est l'arme fatale contre les pandémies, ce qu'elle n'a jamais été auparavant. Hein. C'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas totalement lié, en fait, à l'état de la science, mais par contre, qui est lié à des objectifs industriels. Et donc, effectivement, quelque part, il y a un peu le feu, hein, à savoir que la santé des populations est perdue de vue. Hein. Quand vous parlez des philanthropes capitalistes, vous parlez de la fondation Bill & Melinda Gates, mais pas que. Il y a le Wellcome Trust. Enfin, c'est vrai que Bill Gates est quelqu'un qui est prépondérant. Qui est prépondérant, voilà, dont l'influence est prépondérante. Et en plus, il est présent non seulement au niveau de la santé, mais il est présent aussi au niveau de la promotion d'une agriculture industrielle à base d'OGM, hein, en Afrique notamment. Et son niveau d'influence, en fait, pose question, puisqu'il n'a aucune légitimité démocratique, il n'a de compte à rendre à personne, sinon à lui-même. Et par contre, les conséquences de ses actions ont des effets publics majeurs. Et c'est pour ça que ce que fait M. Gates, et tout ce que fait M. Gates, et qui a une influence sur la santé des populations et sur maintenant le système alimentaire, hein, puisqu'en fait il est aussi présent au niveau de la production de semences génétiquement modifiées, justifie en fait une intervention publique, justifie une régulation, et qui malheureusement aujourd'hui fait défaut. Et même la régulation de ces OGM a été capturée, en fait, quelque part. Alors, puisque, en fait, vous me disiez en préparant l'émission qu'il y avait quelques règles de bioéthique, de biologie qui ont été totalement effacées. Ah ben oui, alors, vous avez suivi dans les années fin des années 2000, début des années 2010, les faucheurs volontaires, et puis la réglementation à laquelle on était arrivé pour limiter finalement le développement des cultures OGM. Bon, il y a eu en France, à cette occasion, la mise en place d'un haut conseil des biotechnologies, hein, qui avait en fait un fonctionnement intéressant, puisqu'il y avait en fait, de mémoire, il y avait un conseil scientifique, et puis il y avait une représentation citoyenne ou société civile, je ne sais plus exactement. Et donc on avait en fait, c'était une instance où la société civile pouvait se faire entendre sur ces questions en fait de pollution génétique des semences, hein, qui était un problème très grave, puisque on avait aussi même les semences originaires finalement finissaient par être contaminées par ces gènes étrangers. Et là, effectivement, quelques mois avant l'état d'urgence, enfin, tout ce qu'on a connu, le Haut Conseil des biotechnologies en France a été effacé. Donc, on n'a plus en fait de possibilité en fait d'exposer à la société civile les conséquences éventuelles en l'occurrence du problème de la manipulation génétique. Hein. Et quelques mois plus tard, donc, on se voit servir en fait une mixture qui justement est à base de gènes étrangers et qui, en l'occurrence, ne va plus être injectée à des semences, mais va être directement injectée dans le corps humain. Et là, effectivement, alors non seulement dans le corps humain, mais en plus avec tout un appareil en fait
de contraintes sur la population, puisque les personnes qui refusaient de se faire vacciner, enfin bon, ça c'est tout le monde a ça en mémoire, étaient un petit peu considérés comme des citoyens, on va dire, qui, voilà, je ne dirais pas de seconde zone, mais enfin, certaines... Ceux qu'on emmerde. Voilà, c'est exactement. Ceux qu'on se fait un devoir d'emmerder. Et donc, et puis même, ça a été quand même rendu obligatoire pour les personnels soignants, les militaires, les pompiers. Et là, effectivement, ça contrevient à toutes les conventions que la France a signées, Nuremberg, Oviedo, Helsinki. Alors, là, on attaque, si vous voulez, la base de l'état de droit, puisque là, en fait, on exerce une contrainte sur les corps. Il n'y a plus aujourd'hui d'instance de consultation de la société civile par rapport aux conséquences que peuvent avoir l'introduction de gènes étrangers dans le corps humain. Et malheureusement, des conséquences, il va falloir il y en a. Puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ces gènes étrangers, contrairement à ce qui a été dit, peuvent être transcrits, peuvent être intégrés dans le patrimoine génétique humain, éventuellement être transmis à la descendance. Donc ça crée en fait une pollution génétique du patrimoine humain, ou en tout cas une possibilité ou une éventualité, soyons prudents, de pollution génétique du patrimoine humain qui présente effectivement un caractère irréversible, vertigineux. Et il n'y a pas d'instance aujourd'hui pour poser ces questions de manière officielle, visible, transparente. Et évidemment, là, il y a quand même un danger important. Alors moi, j'ai entendu le ministre de la Santé dire tous vaccinés, tous protégés, que ça protégeait de la transmission, que ça empêchait la contamination, ça protégeait des formes graves. Donc c'était le sacré Graal, on va dire, le Saint Graal plutôt, cette vaccination, et toute la population y a cru, et ceux qui n'y croyaient pas, on leur donnait une manière coercitive de les y amener, et ceux qui n'y croyaient pas malgré l'obligation coercitive, on les traitait d'antivax, voire on les mettait au banc de la société. En tant que spécialiste de santé publique, il n'y a pas eu d'obligation vaccinale. Si ce produit était vraiment dans l'intérêt général, ça vous aurait étonné qu'il y ait une obligation vaccinale ? L'obligation vaccinale est contradictoire en fait avec la médecine fondée sur les preuves dont on parlait tout à l'heure, puisqu'en fait la volonté du patient s'impose au médecin. Le médecin n'a pas le droit d'exercer une contrainte a fortiori sur le corps. Si le patient n'y consent pas. Et effectivement, on a vu ces dernières années l'État embrayer en fait sur une présentation du vaccin qui est en fait un discours commercial. Tous vaccinés, tous protégés, c'est un slogan commercial. On pourrait on pourrait l'afficher sur un affichage publicitaire. Ce n'est pas de nature à éclairer l'opinion publique. Mais c'est même mensonger quelque part aujourd'hui, d'après ce qu'on a vu. Alors oui, on peut dire aujourd'hui que c'est mensonger dans le sens où effectivement il est établi que le vaccin ne protège pas de la transmission. On pouvait le savoir avant, mais enfin, en tout cas, ça a été dit explicitement par le représentant de Pfizer au Parlement européen. Et là, en fait, il y a, à mon avis, un dysfonctionnement quand même important de l'État, puisque le rôle de l'État, c'est de donner en fait au public les meilleures informations disponibles pour que le public puisse faire son jugement. Et l'État n'a pas donné à la population les meilleurs arguments, les meilleures raisons pour je dirais, exercer son libre arbitre par rapport à ce médicament. Alors, effectivement, pour les vaccins, on a tendance à considérer que les vaccins ne sont pas des médicaments comme les autres parce que
En fait, voilà, il y a cette notion de geste altruiste. Hein, quand on se vaccine, c'est pour protéger les autres, etc. Mais en l'occurrence, ça ne marchait pas. Hein. Et donc, dès lors que ça ne marche pas, il n'y a plus aucune raison d'obliger les patients ou en tout cas de contraindre même pas les patients d'ailleurs, les citoyens à se faire vacciner. Donc, il faudra qu'on revienne sur cette communication gouvernementale qui, effectivement, peut être considérée comme mensongère, et d'ailleurs mensongère à plusieurs reprises, parce que avant les vaccins, il y a eu les masques, hein. Il y a eu le barrage contre l'hydroxychloroquine et l'ivermectine. Et l'État n'a pas, en fait, à, communiquer à la population des informations à caractère commercial. Ce n'est pas son rôle. Et on pourrait étendre ce jugement aux informations qui ont été données sur l'efficacité des vaccins, puisqu'en fait, on a vu là, à nouveau que le gouvernement a repris les chiffres tels quels qui avaient été donnés par le laboratoire Pfizer en termes d'efficacité, alors que ces chiffres n'ont pas été en fait validés. N'ont pas été vérifiés. N'ont pas été, voilà, les expertises qui ont été faites, notamment par Christine Coton, ont montré qu'en fait, les essais, en fait, n'étaient pas, on va dire, conformes aux bonnes pratiques en matière d'essais thérapeutiques. Et puis, lors d'une intervention au CSI il y a quelques mois, j'ai évoqué le fait que l'efficacité qu'on a donnée était une efficacité qui n'était pas n'était pas le chiffre qui était le plus informatif pour la population. Oui, parce que c'était une efficacité relative, on va dire. En l'occurrence, voilà, c'était une efficacité relative qui en fait, pouvait être intéressante si on avait le fait de vacciner était quelque chose qui était jugé comme opportun, alors qu'il y avait quand même une question d'opportunité qui pouvait se poser. Et puis, il y a différentes formes d'efficacité, hein, efficacité absolue, il y a aussi le nombre de patients à traiter, qui est une information importante pour éviter un effet indésirable grave. Donc, et tout ça, en fait, c'était des informations qui devaient, en fait, tempérer la notion d'efficacité relative, puisqu'on a parlé que d'une seule efficacité. Or, il y a plusieurs efficacités. Donc voilà, l'État doit en fait être là pour compléter, lorsque l'information commerciale, à supposer qu'elle soit juste, il doit pouvoir compléter ces informations par d'autres informations qui permettent d'avoir une juste représentation de l'opportunité du geste thérapeutique. Et il y a suffisamment de personnes dans les agences sanitaires pour faire ce travail. Ce n'est pas un travail qui est difficile en plus. Et s'il n'est pas fait, c'est que justement, on peut soupçonner l'État de se mettre à la remorque d'intérêts particuliers. Et évidemment, là, en l'occurrence, il sort complètement de son rôle en termes de confiance et de loyauté qu'il a à l'égard du public. Une fonction sous influence, capturée avec des citoyens comme Christine Coton, experte en analyse des meilleures pratiques médicales, qui rend un rapport qui est intégré dans beaucoup de plaintes aujourd'hui. On essaye de la décrédibiliser, de décrédibiliser son expérience, comme on essaye de faire pour beaucoup de personnes qui essayent de critiquer les actions du gouvernement. Malgré tout cela, en France, on a eu quelques personnalités qui, pendant la crise, sont sorties, on va dire, du bois. Je pense au professeur Perron, qui a été blanchi par le Conseil de l'Ordre après 1 an et demi d'être passé dans un trou noir où on n'entendrait plus parler de lui dans les médias, on ne lui donnait plus la parole. On a dit qu'il avait le devoir de s'exprimer de par ses compétences, de par son expertise. Je pense aussi à l'IHU Méditerranée du professeur Raoult, qui est un espèce de porte-avions qu'on a conçu pour justement traiter de ces épidémies.
qui se fait attaquer dans les médias, vilipender, diffamer dans tous les sens, avec dernièrement un complément d'enquête qui dit même que la première étude qu'il a faite en plein milieu d'une crise, en plein milieu d'une énorme crise sanitaire, une étude qu'on dit qu'elle est frauduleuse. Et donc on a fait intervenir un certain nombre de personnes là-dessus. Mais c'est passé devant 1 million de personnes à la télévision, donc on a instrumentalisé les médias pour justement forger l'opinion, alors que, quelque part, à l'époque, c'était peut-être la meilleure des choses à faire. J'aimerais avoir votre réaction sur cette étude Gautret qu'on attaque de toutes parts. Pour vous, on avait d'autres moyens de faire autrement? Alors l'étude Gautret, c'est cette étude qui date du mois de mars 2020 et qui en fait établit en fait qu'avec une bithérapie, donc azithromycine et hydroxychloroquine, on arrive à une stérilisation en fait du sang au bout de quelques jours. Donc on a en fait une thérapie efficace. Une diminution de la charge virale. Hein, oui, mais même une annulation de la charge virale au bout de 5 ou 6 jours. Donc c'est une étude observationnelle sur un petit effectif. Hein. Donc on a évidemment, M. Raoult a été critiqué sur, je dirais, l'intérêt des petits échantillons, hein, par rapport justement en fait on dirait à l'essai en fait qui est censé être la référence, à savoir randomisé double aveugle. Et cette étude, ensuite, effectivement, a été complétée au fil de l'eau et sur des effectifs toujours croissants. Et en augmentant les effectifs, on s'est aperçu que je dirais, le principal n'était pas remis en cause par l'échantillon, à savoir qu'effectivement, au bout de quelques jours, la bithérapie aboutit en fait à un patient guéri, et avec des arguments biologiques, puisque c'est l'argument biologique qu'on utilise aussi pour le sida, à savoir que lorsque la charge virale est nulle, hein, le patient, il est cliniquement guéri. Alors pour le sida, c'est un peu plus compliqué, puisque il persiste encore intégré dans le génome des cellules blanches, mais en l'occurrence pour le Covid, lorsque le virus a disparu, le patient il est guéri au sens, c'est terminé quoi, l'épisode, la maladie est terminée. Et donc première critique, les effectifs, et puis alors sur le complément d'enquête, là par contre on atteint la manipulation, puisque on a affiché à l'écran non pas 3 courbes comme il y avait dans la figure 2 comportait 3 courbes, et en fait il n'en présente que 2, et c'est les 2 les moins pertinentes, puisque finalement c'était celles qui comparaient le standard of care, le traitement courant, avec l'utilisation de l'hydroxychloroquine seule. Mais l'hydroxychloroquine seule n'a jamais été le traitement que préconisait le professeur Raoult. Et on a voulu chercher en fait une manipulation sur ces 2 courbes. Et on ne voit vraiment pas l'intérêt du professeur Raoult de se battre sur l'écart en fait entre les 2 courbes, alors que la vraie information, celle qui est en fait l'information définitive, c'est que on a une stérilisation du sang, on a une charge virale nulle au bout de quelques jours. Et donc, effectivement, on peut considérer que ce complément d'enquête est une forme de manipulation de l'opinion. Donc, plus généralement, pour répondre à la question sur le fait de s'en prendre au professeur Raoult, il me semble qu'effectivement, là encore, l'État n'a pas été, je dirais, digne de confiance, puisque l'IHU de Marseille en fait, a été conçu comme étant en fait, le centre un peu de référence en matière de lutte contre les maladies infectieuses et contre les pandémies, parce que le professeur Raoult a également produit un rapport sur la lutte contre les pandémies. Et alors que ce que produisait l'IHU était conforme à ses missions, hein, on a assisté effectivement, alors pas le gouvernement directement, mais par je dirais, par officine interposée, à une espèce d'acharnement. Oui, c'est un petit peu effectivement comme si une flotte faisait feu sur le navire amiral.
Et donc là, en fait, c'est comment dire, c'est un petit peu agir contre les intérêts de la population, puisqu'on a un dispositif de lutte contre les épidémies, et en fait, on s'acharne à détruire finalement le centre de référence. Qui est mondialement reconnu, en fait. Qui est mondialement reconnu, et puis jusqu'à présent, en fait, les attaques qui ont été faites, c'est sur le côté non scientifique de la production de l'IHU, ce qui est un peu risible, puisqu'en fait, en France, il n'y a aucun médecin scientifique ou a priori ou a fortiori personnage public ou politicien qui en fait ait on va dire une légitimité suffisante pour mettre en cause M. Raoult sur sa crédibilité scientifique. Donc effectivement, on a le sentiment que une entreprise de dénigrement s'est mise en route et qui en fait, par l'intimidation et puis quelquefois par la menace, visait à faire taire en fait une voix qui s'exprimait objectivement au bénéfice de l'intérêt général et pour répondre finalement à un intérêt qui n'était pas celui de la population. Et donc là, l'État a laissé faire ou éventuellement s'est rendu complice de cette démarche-là. Et là, effectivement, il faudra qu'à un moment donné, je pense, une enquête, un rapport puisse être fait sur ce qui s'est passé contre l'IHU. Michel Coqui, quand on regarde tout ça, donc il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises à un moment ou à un autre. On peut laisser la place à l'erreur et accepter qu'il y ait des erreurs. Quand il y a des erreurs répétées, on peut se poser la question de l'orchestration de tout ça, donc de la capture, comme vous dites, de l'influence. Quand on lit la conclusion de votre livre, vous dites il faut se défaire des influences. Donc comment fait-on en fait pour arriver à cet état où on a un État qui agit vraiment dans l'intérêt des patients, puisque là vous êtes en train de dire qu'on a supprimé de la science, ou on a utilisé des méthodes de manipulation pour empêcher cette science. Moi j'entends deux choses. J'entends que les traitements précoces ne fonctionnent toujours pas, alors que vous êtes en train de nous dire quelque part nous avions les moyens de soigner les Français. Tout à fait. Ce qui est révoltant, c'est que effectivement, ce qui peut être considéré comme révoltant, c'est que nous avions au mois de mars tous les moyens thérapeutiques pour éviter tout le reste. Éviter bien sûr le confinement, mais éviter aussi toutes les conséquences que la crise a eues sur l'éducation, sur la santé physique et mentale de la population. Et pour des objectifs pour lesquels je pense que les responsables publics vont devoir s'expliquer, les thérapeutiques efficaces ont été barrées, ont été interdites, ont été considérées comme poison. Et ça continue. Parce que ce qui est embêtant, c'est que l'hydroxychloroquine n'est pas un accident, puisque quelques mois après est apparue l'ivermectine a fait l'objet du même déni. Et puis alors, en septembre 2022, enfin c'est tout à fait récent, c'est presque risible, il y a eu au CSI un exposé sur l'intérêt thérapeutique de Artemisia annua, et quelques semaines après ou quelques jours après, les tisanes à base d'artémisia ont été retirées des herboristeries. Donc en fait, on a toujours en fait ce barrage contre toute thérapeutique qui peut être efficace, et elles sont barrées parce qu'elles sont efficaces. Et là, on est toujours dans la dystopie, effectivement. On est toujours dans, on va dire, des pouvoirs publics qui semblent organisés pour que cette pandémie ne soit jamais traitée, médicalement parlant. Alors on comprend bien d'un point de vue industriel pourquoi on ne veut pas que des thérapeutiques soient mises sur le marché. Parce qu'effectivement, dès qu'une thérapeutique marche, la justification du vaccin disparaît. Donc il faut maintenir la fiction que le vaccin est absolument nécessaire pour revenir à bout de la pandémie. Mais ça, ce n'est pas un intérêt public. Mais il n'y a pas que le vaccin, puisque le remdesivir n'est pas un vaccin et il a été approuvé. Donc oui, en fait, il y a un intérêt économique, on va dire. Alors, le remdesivir, en fait, c'était un coup d'essai. A priori, c'était probablement un coup d'essai. Alors Gilead avait probablement les moyens de le tenter.
Mais il n'est pas sur le même créneau, puisqu'en fait, c'était un médicament qu'on doit produire qu'à l'hôpital, par perfusion. C'était pas un traitement qu'on pouvait donner chez les patients en ambulatoire par un médecin traitant. Donc, c'était pas un concurrent du vaccin, en quelque sorte. Hein. Donc, on aurait pu tout à fait concevoir, dans l'idéal, un vaccin pour tout le monde, et puis de temps en temps, du remdesivir pour ceux qui vont à l'hôpital et qui sont au dernier degré, en fait, de l'évolution de la maladie. Bon. Encore que le remdesivir, normalement, est un antiviral, donc il ne doit pas être prescrit non plus Donc, en fait, c'est un traitement qui n'aurait jamais dû exister, puisqu'en fait, c'est un antiviral admissible par perfusion. Donc, on ne voit pas trop, si vous voulez, à quel moment on aurait pu le donner. Et puis surtout, il est tellement toxique que de toute façon, il n'aurait jamais dû faire partie des solutions. Il a quand même eu son autorisation de mise sur le marché. Oui, mais en plus, on savait qu'il était toxique, puisqu'on avait déjà l'étude Ebola qui montrait que déjà du temps d'Ebola, c'était le pire médicament parmi ceux qui ont été testés, c'était celui qui était le plus toxique, qui faisait le plus de morts déjà auprès des malades. Donc il y avait effectivement là une virose grave, en l'occurrence Ebola. Mais il faisait plus de morts parce qu'il était toxique. Et là, c'est vrai que cette tentative d'imposer le remdesivir reste quand même pour moi un peu une énigme. Et il faut croire que les intérêts financiers sont puissants pour pouvoir s'imposer comme ça à des décideurs publics de tenter ce genre de je dirais, de médicaments. Donc il n'était pas concurrent du vaccin. Le vrai concurrent du vaccin, c'était les traitements que les gens peuvent prendre chez eux, avec un traitement qui coûte 2,60 €. Et puis, les traitements repositionnés qui ne coûtent pas cer et qui ne sont pas source de profit pour l'industrie pharmaceutique. Non, mais même pas repositionnés, puisqu'en fait, l'hydroxychloroquine déjà fonctionnait sur un certain nombre de gamètes intracellulaires et même sur le SARS-CoV-1. Donc, il n'y avait pas de surprise, je dirais, à le voir fonctionner contre le SARS-CoV-2. Oui, il y a beaucoup de chercheurs qui avaient publié là-dessus, Andrea Savarino en Italie. Oui, et puis même Anthony Fauci, d'ailleurs. Exactement. Hein. Donc, tout le monde savait qu'il marchait, ce médicament. Et c'est là où, effectivement, c'est là où j'en viens, dans mon livre, à parler de capture de la décision publique. Parce qu'évidemment, lorsqu'on voit le déchaînement qu'il y a pu y avoir contre l'hydroxychloroquine, ce n'est pas l'intérêt général qui a orchestré ce déchaînement. Ce sont bien des intérêts particuliers, en fait, qui ont été en situation finalement, de décider pour le public. Et c'est là, précisément, où est l'anomalie. Alors, j'en viens peut-être à la deuxième partie de votre question sur qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser des influences étrangères ou extérieures à l'intérêt public et à la science. Eh bien, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, la question de la décision a été, et toujours, mais enfin, moins aujourd'hui, c'est dommage, un grand sujet des sciences humaines, un grand sujet du management. Et je crois qu'il faut reprendre cette question parce que, en réalité, avoir une décision publique intègre n'est pas difficile techniquement. C'est simplement une volonté politique qui doit s'appliquer. Alors pourquoi c'est pas difficile ? Moi, je dirais la manière d'y parvenir est facile. Déjà, premier niveau, nous sommes quand même une société de droit, et le droit a mis en place un certain nombre de textes qui veillent à ce que cette décision publique reste intègre. Bon, je pense déjà au statut du fonctionnaire, qui finalement, le fonctionnaire est là pour garantir ou pour organiser une décision publique intègre. Donc déjà, que le fonctionnaire se préoccupe de cette question de manière un peu sérieuse. Et j'ai l'impression, en l'occurrence, que, et là je critiquerai mes petits camarades en quelque sorte, les fonctionnaires n'ont pas assez pris la parole pour s'élever contre les abus qu'ils ont évidemment constatés. Et donc là, moi, j'en appelle un peu aux fonctionnaires pour qu'ils se rappellent que leur mission, le statut de la fonction publique, ce n'est pas pour leur confort personnel, c'est pour exercer leur responsabilité à l'égard de la population. Il n'est pas normal que je sois seul, fonctionnaire en exercice, à m'élever contre ce qui s'est passé au cours de la pandémie.
En tout cas, s'il y a d'autres fonctionnaires qui veulent, je dirais, s'organiser pour que nous fassions, voilà, je ne me sens pas attaqué, en l'occurrence, je ne suis pas attaqué, mais pour que nous respections le public, en fait, qui est celui auquel nous devons rendre des comptes, bien voilà, moi je lance un appel, je suis à la disposition de qui souhaitera prendre la parole à ce sujet. Vous avez vos collègues en off, ils vous disent c'est bien ce que vous faites, ils vous soutiennent silencieusement, ou bien ils ne vous disent rien du tout? Écoutez, je ne vais pas vous faire, je dirais, la confidence sur ce que me peuvent dire les gens en off, mais effectivement, j'ai le sentiment que le ressenti général, c'est bien en fait une forme, on va dire, de mise à l'écart. Je ressens une mise à l'écart parce que effectivement, je dérange on va dire, le récit dominant dans lequel, on va dire, l'énorme majorité des fonctionnaires trouvent confortable de s'inscrire. Donc on vous dit, vous ne restez pas à votre place, et donc... Voilà, je ne vais pas vous dire ce qu'on me dit, mais effectivement, ce que je peux exprimer en tant que fonctionnaire n'embraye pas, on va dire, sur les décisions qui sont prises. Ce qui est quelque part regrettable. À ma connaissance. Voilà. Vous avez, Alors, il y a également la loi sur le lanceur d'alerte qui a été quand même éditée, la loi donc Sapin 2 du 9 décembre 2016, qui a été d'ailleurs récemment renforcée au mois de mars 2022, et qui finalement protège, en plus du statut de fonction publique, il y a en fait une protection de lanceur d'alerte, qui fait qu'effectivement, lorsque un fonctionnaire constate une irrégularité, alors on parle de conflit d'intérêts, mais là on est au-delà du conflit d'intérêts. Là on est dans un danger grave et imminent qui en plus est susceptible de conduire à des dommages irréversibles, parce que polluer le patrimoine génétique de la population, c'est un dommage irréversible. Et on n'a pas besoin d'avoir 100% de science avec nous. Il suffit d'être de bonne foi. Lorsqu'une alerte est menée, si l'alerte est lancée de bonne foi et qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à soutenir cette alerte, elle est recevable et le fonctionnaire est protégé. Donc on n'a pas le droit de le discriminer, on n'a pas le droit d'entraver sa carrière, etc., parce qu'il aurait lancé l'alerte. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune raison que les fonctionnaires ne prennent pas la parole à l'égard finalement de tous ces manquements qui sont aujourd'hui évidents. Donc, appliquer les textes déjà et prendre au sérieux le statut de la fonction publique. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Après, on peut essayer de travailler la décision publique. Et ça, c'est un travail qui concerne, je dirais, des sociologues, des ingénieurs, des managers, pour que, simplement, par son organisation, la décision publique ne prête pas le flanc à des influences extérieures. Bon, on pense immédiatement au passage public-privé et aux portes tournantes, des personnes qui font 2 ans du privé, qui font 1 an du public, qui retournent 2 ans dans le privé. On peut effectivement imaginer que pendant qu'ils sont en position de décision publique, ils ne vont pas avoir dans leur tête uniquement l'intérêt général. Mais ils auront derrière des stratégies de carrière, des stratégies de reconnaissance professionnelle, personnelle, qui font qu'il y aura plein d'autres facteurs que l'intérêt général pour prendre la décision. Et puis, quand même, des situations de conflit d'intérêts qui relèvent de la justice, donc ça c'était un autre aspect des choses. Donc, prendre au sérieux l'espèce de muraille de Chine entre des agents publics et des agents privés. Un agent public, il travaille pour le public. Il n'a pas vocation à travailler pour le privé. Si un jour il doit quitter le public pour aller dans le privé, eh bien, il faut que ça soit d'abord exceptionnel, et puis ensuite qu'il ne puisse pas revenir dans le public. Donc il part dans le privé, il va servir des intérêts privés, mais au moins les choses sont claires. Donc, bon, ça c'est la première chose. Et puis il y a, on va dire, le diagnostic qu'on peut faire a posteriori pour des décisions
finalement non satisfaisante ou absurde. Le retour d'expérience. Voilà, le retour d'expérience. Alors, il y a notamment un sociologue qui s'appelle Christian Morel qui a écrit un livre qui s'appelle Les décisions absurdes. Enfin, il y a même 2 tomes. Et où on prend effectivement, on fait un peu l'anatomie de la décision, comment on en est arrivé là. Donc, on peut régler je dirais, par cette approche un certain nombre de dysfonctionnements internes qui peuvent aboutir à des décisions absurdes. Mais le petit reproche que je fais à Christian Morel, c'est que, mais ça, c'est le reproche des sociologues, des organisations en général et des ingénieurs, c'est qu'ils prennent pour principe que les gens sont intègres finalement, et ils sont de bonne foi, ils sont honnêtes, et ils se vouent à leur mission. Bon, eh bien voilà, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il faut introduire dans cette approche, on va dire, un petit peu sociologique, la possibilité d'une déloyauté ou simplement d'influences occultes ou non explicites, enfin en tout cas masquées, qui peuvent perturber le jugement. Et puis c'est le domaine aussi des ingénieurs. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié dans ma carrière, enfin dans ma jeune carrière, le professeur Jean-Louis Lemoigne, que vous connaissez peut-être, voilà, qui est décédé récemment, qui est en novembre dernier, et qui a écrit un livre, on va dire, il devait avoir une 40aine d'années, enfin, qui s'appelle « Les systèmes de décision dans les organisations ». Et donc, il a travaillé donc, avec d'autres experts, notamment Herbert Simon, sur finalement les sciences de la décision et comment, en fait, on peut aménager la décision pour que, justement, ben voilà, elle rende le service qu'on attend d'elle, quoi. Donc, il faut prendre au sérieux cette décision publique pour que, finalement, la personne qui est en situation de décision le prenne de manière confortable pour elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on imagine les conflits d'intérêts comme finalement une faute personnelle. Mais ce n'est pas le sujet, la faute personnelle. Le sujet, c'est, je dirais, la lisibilité de la mission et c'est les conditions de la décision. C'est quels sont les critères de décision, c'est ensuite comment en fait l'expression publique ou comment dire, l'intérêt général se manifeste, et puis ensuite une fois que la décision est prise, comment et à qui ces décisions on en rend compte. Pour les décisions importantes, par exemple, le système juridique a prévu qu'il y a des attendus, et puis ensuite il y a une décision, mais tout est lisible. C'est-à-dire que si les attendus changent un jour, eh bien la décision pourra être révisée. Et voilà. Donc, mais ce qui est important finalement, c'est pas tellement la décision, mais c'est finalement tous les arguments qui amènent à la décision. Et il me semble que ça, c'est un modèle de lisibilité qu'on pourrait étendre à la décision publique. Bon, ça c'est une suggestion qu'on peut faire. D'ailleurs, à ce propos, moi j'ai lu un livre qui est d'une ancienne traiteuse de la Société Générale qui s'appelle Marine Balançard. Ça s'appelle « Décider, ça se travaille ». Parce que donc elle a vécu l'ère Kerviel, elle a fait des formations au niveau de l'AFP quand il y a eu la mort de Martin Bouygues, qui a été annoncée. Donc elle a essayé d'amener ce travail, parce que décider, c'est un véritable travail décisionnel. Et on nommait, on va dire, tout le travail qui est fait en amont, tout le travail qui est fait. On pense qu'une décision, c'est un instant T. Et ce livre est pour moi très intéressant parce que on s'en rend jamais assez compte qu'il y a un véritable travail dans la décision, parce que c'est à ce moment-là que ça bascule dans un camp ou dans l'autre. Quand on est un pilote et qu'on voit un pilote aérien et qu'on voit un nuage, on doit prendre des décisions en temps réel. Il y a beaucoup de décisions qui sont inexpliquées, qu'on peut prendre avec l'instinct, et il y a d'autres décisions comme décisions de santé publique qu'on ne peut pas prendre forcément avec l'instinct, et il faut utiliser la science à bon escient. Michel Couty, c'est un très long entretien. Peut-être, si vous aviez une chose ou deux choses que, juste avant Noël, les Français devraient prendre en considération ou se rappeler, réfléchir, qu'est-ce que ça serait pour vous ? Alors, nous sommes effectivement en temps de Noël. Le Noël, c'est beaucoup la fête des enfants. Et je crois que ce qui doit habiter la préoccupation de chacun, c'est le monde que l'on laisse, dans quel monde ces enfants vont s'épanouir.
Et nous voyons bien qu'il y a, nous vivons en fait une crise multiforme. Hein. Nous avons la guerre de Poutine en Ukraine, et donc finalement la guerre au sens classique qui se rapproche de l'Europe. Nous avons la crise écologique. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais il se trouve que l'industrie du médicament, c'est la partie principale de l'empreinte écologique du système hospitalier. Et donc, en fait, on voit bien que derrière l'industrie des médicaments, en fait, on a en fait une empreinte qui est insupportable du point de vue écologique. Hein. Le système hospitalier, c'est autour de 8% de l'empreinte carbone de la France. Le médicament plus les appareils biomédicaux, c'est un peu plus de 4%, et c'est énorme. Vous voyez, c'est déjà supérieur c'est de l'ordre des voyages en avion, vous voyez. Et on a un modèle de santé qui n'est pas supportable sur le long terme. Et on voit bien que l'industrie des médicaments est un obstacle finalement pour penser à une autre pratique de santé. Face à tous ces défis, hein, refondation du système de santé, préparation en fait je veux dire, prise en compte des limites de la planète pour... excusez-moi, il faut que je boive un coup. Intégration des limites planétaires dans, finalement, le service de santé. Pour tous ces défis, on a besoin d'avoir des systèmes de décision intègres, démocratiques et fiables. Et moi, ce que je voudrais donc lancer comme alerte, finalement, c'est que nous, collectivement, nous investissions au niveau, enfin, avec sérieux, cette question de l'intégrité de la décision publique dans un espace démocratique. Ce n'est pas un acquis de nos systèmes démocratiques, c'est quelque chose sur lequel il faut veiller et qu'il faut, le cas échéant, réformer pour que finalement nous continuions à avoir les moyens d'apporter des réponses aux menaces qui deviennent de plus en plus présentes. Donc, notre outil démocratique, c'est un atout formidable. Et on n'imagine pas pouvoir résoudre ces problèmes si on laisse la démocratie en jachère. Donc, il faut avoir confiance dans nos institutions démocratiques. Il faut réinvestir ces institutions pour qu'elles rendent à la population le service que cette population mérite. Et ce n'est pas l'affaire des fonctionnaires, ce n'est pas l'affaire des quelques lanceurs d'alerte qui s'exposent personnellement pour que, dans cette perspective-là, c'est l'affaire de chacun de nous. Donc, aux fonctionnaires, rappelez-vous vos missions, et aux citoyens, organisez-vous, faites-vous entendre. La démocratie, c'est d'abord la possibilité donnée à chaque citoyen de prendre ses affaires en main. Michel Kouky, merci beaucoup pour ce long entretien. Donc on rappelle, vous avez publié Influence et pandémie, expériences hasardeuses et tentatives autoritaires aux éditions Résurgence. Un très très long entretien. J'ai envie de finir en disant, il y a quelqu'un de très célèbre en France qui a dit que des chercheurs qui trouvent, on en cherche, des fonctionnaires qui font fonctionner l'administration telle que vous. On en aimerait tous les jours parce que je pense qu'on s'en porterait mieux. Et même si jamais c'est le devoir de tous, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Je tiens à remercier aussi tous nos soutiens, tous les auditeurs qui nous suivent de manière fidèle parce qu'on essaye de délivrer cette information loyale qui parfois dérange, comme on a vu, parfois arrange certains de trouver la confirmation à leurs propos. En tout cas, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de vous redonner cet esprit critique qui est si essentiel et peut-être de donner un petit peu de grain à moudre pour les discussions à Noël. Michel Kouky, merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt.